Salut! Aujourd'hui, je te propose qu'on fasse un petit bricolage électrique, électronique sur cette nouvelle machine à brouillard parce qu'elle est un peu trop puissante pour moi. Je vais te proposer deux parties. Une première dans laquelle on va voir comment marche la bête. Ça pourra peut-être aider certains s'ils ont des choix à faire. Et une deuxième partie où on va démonter et bricoler dessus. Alors pour la présentation, je vais essayer de te donner des infos à peu près pertinentes, chose qu'on pourrait peut-être pas trouver dans un catalogue. Alors premièrement, on parle bien d'une Stervil AFH 600 DMX Phaser, donc faite par Thomann. En termes de dimension, on est environ à 48,5-49 par 18 ou 21 en comptant les petites manivelles et 22,5 hors tuyau. On parle bien ici d'une machine à brouillard, donc les machines à brouillard qui ont soit des sorties larges, soit directement des ventilateurs. La machine à brouillard va avoir une fumée un peu légère, on va dire, qui va être propulsée vraiment de partout de manière à faire une sorte de brume. Le but étant de voir les effets lumineux et les divers faisceaux. Alors que les machines à fumer n'ont pas des évents larges, mais uniquement une petite buse avec un tout petit trou, un peu comme un gicleur, qui elle va par contre diffuser de la fumée avec de la pression et faire un gros nuage en plein milieu qui ensuite va se disperser. La machine à fumer va donc potentiellement gêner des gens qui ne veulent pas de gros nuages de fumée, alors que la machine à brouillard va plutôt habiller en fumée toute la pièce légèrement. Le réservoir est amovible, ce qui est bien plus pratique, et les tests vont être faits avec du Stervil EM. Avant de voir le fonctionnement, on va tester le temps de mise en chauffe de la machine, on va en profiter qu'elle est froide. Voilà, 22 degrés. Donc on a un peu plus de 2 minutes, environ 2 minutes 15 pour une chauffe à partir d'une température normale. Le fonctionnement. Ce qui est intéressant avec cette machine, c'est qu'on a soit un mode de contrôle via DMX, soit un mode de contrôle autonome. Donc on peut débrancher le DMX et la laisser se débrouiller dans son coin. Pour le test, j'ai relié à une console DMX. Quand on met la machine sous tension et qu'elle détecte un signal DMX, elle reste automatiquement en mode adressage pour le DMX. Dans ses fonctionnalités relativement basiques, on trouve le mode de fonctionnement, soit en master, soit en slave, ça j'imagine, c'est si on en met plusieurs en DMX, mais alors ça j'en ai pas plusieurs, je peux pas le tester, je la laisse en master. On a out, ça c'est la fonction de régulation quand elle est en mode autonome, on va le voir après. Et le mode adresse pour régler l'adresse qu'on veut en DMX. Donc on est en DMX 512 standard. Pour le test, on la laisse sur l'adresse 1 et on est en channel 1. On va avoir un canal qui va piloter la pompe. Alors la pompe fait du bruit parce qu'elle n'est pas encore amorcée. Vous voyez, au minimum, on voit que le liquide monte. Et on n'a aucun autre canal. Ce qui au final est dommage parce qu'on aurait pu contrôler le ventilateur qui fait beaucoup de bruit pour avoir plus ou moins de flux d'air. On peut contrôler uniquement la vitesse de la pompe et donc la quantité de fumée qui sera développée. Quand on est en mode autonome, donc sans adressage DMX, la machine se met automatiquement sur F et non pas sur A pour l'adresse DMX, sur lequel on peut modifier rapidement la vitesse de la pompe et donc la quantité de fumée produite. Et maintenant la partie intéressante, et c'est pour ça qu'on est dans cette petite chambre de 10 mètres carrés. On va laisser la machine au minimum et voir combien de temps ça prend pour l'enfumer et au bout de combien de temps elle devient gênante même en mode autonome. Au bout de 4 minutes, j'arrête la machine. Je pense que le test est suffisamment démonstratif. La machine, même au minimum,
elle reste à mon sens trop puissante. On peut avoir le moyen de la régler avec un foot switch ou n'importe quel interrupteur, ou alors en mode DMX avec une interface sur un PC, on peut régler le canal pour être à puissance minimale pendant un intervalle de temps et le désactiver pendant un autre intervalle de temps, mais le mode autonome perd tout son intérêt. Allez, on démarre. Ok, donc une présentation rapide pour comprendre comment ça marche. Le fonctionnement à proprement parler, on a notre prise avec tout le tableau ici. On voit que c'est uniquement des fils rapportés, on n'a aucune carte de gestion derrière. Cette carte centrale, si on suit déjà les fils qui arrivent de l'alimentation, ils arrivent ici. On a donc notre alimentation primaire qui a l'air d'être découpée avec la ligne ici. On a donc cette partie qui a l'air d'être le 230 volts en live avec le transfo qui va alimenter la partie gestion ici. Tout ce qui est branché sur la partie qui a l'air d'être en basse tension, ou la partie en tout cas de commande. On a notre écran pour le DMX, on a les prises XLR, et on a ce qui doit, j'imagine, être une sonde de température pour la partie qui chauffe. Et pour tout ce qui est autre périphérique, donc la pompe, le corps de chauffe, le ventilo, tout a l'air d'être branché sur LN, donc phase neutre, qui donc doit être en 230, donc on va tout pouvoir commander avec des relais au besoin. La carte a l'air d'être pas si mal foutue que ça, tout est bien marqué. Ça fait penser un peu à une carte de four ou de lave-vaisselle. Et on notera que même le ventilo est en 220. On a une petite étiquette ici DLX 1000 V2, j'imagine que c'est là-dedans que se trouve le firmware. Ça doit peut-être être soit un microcontrôleur, soit une EPROM. Alors idéalement, j'aurais bien voulu voir le firmware dans une EPROM en SOIC 8, donc le format de ce petit boîtier, parce que j'ai une petite pince pour mettre dessus pour pouvoir le reprogrammer, qu'on trouve facilement. Les contrôleurs CH341A, je crois, ou un truc dans le genre. Première idée, et je pense l'idéal, essayer de modifier le firmware qui a l'air d'être dans une de ces 4 puces EPROM ou MCU, et si pas possible, parce que mes compétences sont limitées là-dedans, piloter directement l'arrivée de la pompe qui est en 230, mettre un relais avec une horloge ici, pour que le signal qui est déjà modulé et qui envoie des impulsions, on puisse le fermer et l'ouvrir. Ça fait une gestion par-dessus la gestion, c'est pas l'idéal, mais ça évite de gratter à l'électronique quand on connaît pas. Et quand notre gestion du coup décide d'envoyer la fumée, qu'est-ce qu'on a? On a une simple pompe. Si ça intéresse quelqu'un, c'est une type 33 DCB-01. La pompe envoie le liquide à fumer dans le corps de chauffe. La partie marquée HIT ici pour chauffage arrive en dessous. Donc on a notre phase qui arrive dans une première borne, qui ressort dans la seconde, qui passe par un cliqueson pour repartir à la carte. On a donc une sécurité cliqueson ici. Si jamais ça chauffe plus, on peut se dire que c'est potentiellement ce cliqueson qui a pété. Ou si ça prend feu, c'est qu'il n'a pas fait son rôle de sécurité. Et une fois que le liquide est envoyé et poussé dans le corps de chauffe, il sort tout simplement par le petit tuyau et le ventilateur ici va pousser la fumée. Il n'y a donc vraiment rien de sorcier dans le fonctionnement. Petite remarque sur la carcasse, une bonne chose, toutes les vis sont les mêmes avec des petites rondelles pour être indesserrables, hormis la petite vis de la terre. Sur la tôle du milieu, on a une espèce de scotch mousse dessus là qui fait tout le tour. J'imagine pour éviter les vibrations de la plaque dessus. Pour les petits boîtiers, on a donc TBD 62083 AF WG. On a un petit boîtier SOIC 8 en 75176B de AM. Le deuxième boîtier SOIC 8 qui a l'air d'être un ST358 69308. Et j'imagine là où il y a la mémoire étant donné qu'il y avait l'autocollant. STC 12C5608 AD 2212 H3 MK76 XT et au milieu 351 ou 35i-SOP28. SOP 28 j'imagine pour le format, il y a 28 broches. Après une rapide recherche, 3 puces du haut ont l'air d'être plus côté électronique que mémoire. Ce composant-là est un MCU, qui veut dire une partie de contrôle qui donne des instructions et aussi une partie de mémoire. Donc si on veut changer la manière dont fonctionne le programme, c'est dans cette mémoire-là qu'il va falloir jouer. Moi perso, j'ai pas les compétences, j'imagine qu'il faut peut-être souder juste 2 ou 3 petits câbles avec un logiciel qui va bien pour lire et réécrire ce qu'on veut dedans. Si jamais tu sais comment faire, je veux bien que tu me l'expliques en commentaire pour ma culture. Je vais abandonner cette solution propre parce que j'ai pas envie de casser le logiciel qu'il y a dedans et de rendre inutilisable l'appareil. Par contre, juste couper un petit fil électrique qui pilote la pompe pour le repiloter par-dessus, ça c'est pas trop compliqué. Bien entendu, avant d'abandonner cette solution, j'ai contacté le service client de Thomann
parce que c'est eux qui produisent le matériel Stervil. J'ai pas eu de suite à ma demande, donc ils n'ont pas voulu m'envoyer ni d'autres chipsets reprogrammés, ni d'autres firmware. Donc solution 2. Pour piloter électriquement la bestiole, j'ai trouvé chez nos amis chinois un magnifique T3230 que j'ai pris directement en version alternative parce qu'il existe aussi pour les 12-24 volts en continu. Pour le fonctionnement, on ne va pas l'expliquer ici, je t'encourage à aller voir des vidéos qui sont spécifiquement faites pour cet appareil, qui sont très bien faites. Mais là, le principe pour notre cas, ça va être d'avoir une première tempo qui va ouvrir le circuit, donc couper le courant, laisser passer cette tempo-là, atterrir sur une deuxième tempo qui va refermer le circuit, qui va donc faire fonctionner la pompe, rebasculer à la fin de cette tempo sur la première pour réouvrir le circuit, etc., etc. La tempo étant modulable, on peut couper pendant 10 secondes, 60 secondes, etc. Ça veut dire que si on veut laisser tourner la machine vraiment doucement pour des petites pièces, il n'y aura qu'à régler à 1 sur 100 sur la machine directement sur le contrôleur, et ensuite abaisser encore sur le petit contrôleur, qu'on pourra régler comme on veut bien évidemment. Et puis on va bien trouver un moyen de faire un boîtier pour le caler à droite ou à gauche. Sur le principe, le fait de couper le départ de la ligne électrique en 230 n'influe donc pas sur le circuit logique et donc ne devrait pas endommager les composants et ou le logiciel. Quand on regarde notre arrivée de circuit électrique, on voit que le neutre est redistribué directement à la pompe et au corps de chauffe. Quand on teste la continuité entre le plus de la pompe et une patte de ce qui serait un MOSFET, ça a l'air de coïncider. Pour vérifier, on peut vérifier la continuité de chacune des touches de neutre. Ça veut dire qu'on a bien le courant directement de la prise qui arrive pour alimenter directement les composants chaleur, ventilo et pompe. Je suis loin d'être électronicien, mais de ce que j'en comprends, le circuit électronique qui est alimenté par la partie ici d'alimentation, commande et le relais pour le ventilateur et qui est un MOSFET ou en tout cas ce qui fait le rôle d'un relais, je ne connais pas trop les termes, pour que lui s'ouvre et se ferme et fasse venir la phase qui doit venir derrière lui directement sur la pompe avec des impulsions. Une rapide recherche avec la référence de la pompe nous donne sur eBay des pompes à 16 watts, donc mettons maximum 30 watts la pompe. Cette chute de câble de volet roulant, ça doit être du 0,75, ça fera largement l'affaire. Pour le câblage, j'ai fait un adaptateur vraiment rapide avec ce que j'avais comme cos parce que je voulais pas modifier avec des soudures la carte. On va avoir donc l'alimentation du module directement avec phase neutre, le bleu, le marron, et le pilotage pour couper donc la pompe avec le noir et fil de terre. De l'autre côté, je me suis repris sur la phase qui arrive pour toujours alimenter la carte avec un fil en 1.5 sur lequel je me suis repris pour alimenter directement le module. J'avais pas de deuxième gros connecteur, donc je me suis ponté directement sur le neutre de la pompe qui de toute façon arrive sur le connecteur du neutre aussi, où on a directement les deux fils, donc le bleu pour l'alimentation du module en neutre et le noir qui va être en gros le neutre qui est censé aller dans la pompe mais qui va passer à travers le module et qui va revenir via le fil de terre pour repartir à la pompe. Donc en gros, on alimente avec phase et neutre du réseau et on fait l'interrupteur en coupant le neutre de la pompe. Attention les yeux. Alors de mémoire, là-dessus on appuie sur 7, 6 secondes. On va se mettre sur le dernier. Donc là on va mettre la première minuterie à 5 secondes pour le test, juste pour voir ce que ça donne. La deuxième à 4, histoire qu'on ait une différence. Et donc là on a la minuterie d'attente où le relais est ouvert, la minuterie où le relais se ferme. Et donc là on entend que la pompe fonctionne pendant 5 secondes, s'arrête pendant 4 secondes, etc. Et voilà, plus qu'à mettre du propre et c'est tout bon. Ça tombe bien, on a une grande place vide ici, ça va être parfait. Magique.
Hop là, tout zippé qui tient bien ensemble, avec une gaine thermo costaud au milieu pour le passage avec la tôle, et plus qu'à mettre le boîtier propre. Voilà, donc là, le plastique est vraiment à fleur du métal. Chaque câble est étamé, tout est bien serré. Ça devrait bien se passer. Et forcément, je voulais recouper le câble un peu plus court pour que ça fasse propre. Comme un gros blaireau trop pressé, je ne l'ai pas recoupé. Maintenant que c'est tout ficelé, je vais l'entortiller correctement avec des riselants. Encore une fois, trop pressé, il n'y a pas la place de passer les fils ici. J'aurais dû couper un peu plus. On va tout redémonter. Et puis le fil, j'ai envie de te dire, bah finalement il va rester comme ça. De toute façon, il y a de la place. Aucun jeu, impeccable. Et voilà, tout neuf. Avant de remonter, de refermer, on va quand même essayer. On entend bien le relais qui claque à chaque fois ici. Ben voilà, alors c'est pas le plus propre parce qu'on baisse pas la fréquence de la pompe qui envoie, mais par contre, on coupe un temps donné, cette fréquence-là qui envoie. Ce temps de coupure, on peut le régler directement avec ça, et le jour où on veut la mettre en pleine puissance, déjà d'une, on le remonte à 100, et là, on enlève la fonction de retard avec les deux chronos, et on revient en mode normal. Ça me va, allez, remontage. Et voilà la machine à brouillard que je voulais. Alors on va tester ça quand même une fois tout remonté. Et voilà le résultat. Donc là, comme tu vois, pour la pièce de 10 mètres carrés, j'ai mis 2 secondes de fumée pour 20 secondes d'attente. C'est largement suffisant. C'est suffisant pour voir les faisceaux de lumière et c'est ce qu'on veut avec la machine à brouillard. Et ça permet aux gens de se voir et discuter encore normalement. Pour les plus grandes salles, j'ai juste à diminuer le temps d'attente ou à augmenter le temps de fumée. Et tout va bien. Voilà, j'espère que le petit bricolage t'aura plu ou en tout cas t'aura permis de passer un petit peu du temps. On se retrouve bientôt. À la prochaine. À ciao.